Et Boker, je suis très 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 contente de vous retrouver ce matin. Donc pour poursuivre notre étude, nous allons parler aujourd'hui de la colère. Alors, il y en a qui ont un travail à faire par rapport à ça, il y en a d'autres, des chanceuses non. Personnellement, je fais partie clairement des gens qui ont un travail à faire par rapport à ça et je vais vous expliquer en détail. Avant ça, comme nous sommes la Pessar Chéni, j'aimerais quand même juste vous partager une histoire que j'ai entendue, que j'ai lue ce Shabbat et j'ai eu beaucoup de plaisir à la lire. Et vous vous souvenez qu'on avait vu que, eh bien, le regret, donc c'est pour rappel, le thème qu'on a étudié précédemment, le regret pouvait être finalement un moteur, puisque comme nous regrettons quelque chose, nous avons pour l'avenir envie de tout faire pour ne pas retomber dans cette chose-là. D'accord? C'est le principe de la tchouva. C'est le principe de quelqu'un qui a fortement envie de rattraper quelque chose, de quelqu'un qui se donne une seconde chance et du coup, en fait, qui se donne les moyens de réussir ses objectifs et des moyens qu'il ne s'était pas donné la première fois. Donc, c'est vraiment le regret lorsqu'il est bien propulsé, comme on a expliqué dans les bonnes conditions, ciblé, sans culpabilité, sans se fustiger, alors ça devient un moteur de vie. Alors, on a parlé très très rapidement, je vous ai parlé de ces gens qui ont des regrets en fin de vie, qui se disent, bon, finalement, j'aurais voulu avoir plus de spiritualité dans ma vie, j'aurais voulu penser moins à moi, j'aurais voulu transmettre plus de valeur à mes enfants, etc. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Milton Flick. Euh, ça s'est passé au Bet Rabad alors je vais vous dire la ville, Euh, c'est la ville de Cozumel. Voilà, j'avais du mal à lire en hébreu parce que voilà. Donc c'est la ville de Cozumel au Mexique. Et en fait, il y avait un repas de Shabbat, un vendredi soir, avec, bon, vous connaissez dans les bêtes rabbats touristiques, enfin tous les bêtes rabbats du monde, il y a Baruch Hashem du monde, et il y avait une centaine de personnes, et le rabbin demandait à chacun de s'introduire. Et il y en a un qui a pris la parole, qui a dit, voilà, moi je suis touriste, je suis américain, et j'ai pas spécialement des choses à raconter par rapport à moi, mais par contre, il y a peut-être quelque chose qui va vous intéresser, c'est que ce matin, dans mon hôtel, j'ai fait la connaissance d'un juif américain âgé de 102 ans, qui, malgré son âge, a encore toute sa forme et toute sa tête. Et c'est un vétéran. Il avait combattu dans l'armée américaine contre l'axe du mal, du côté des Alliés, bien sûr. Mm. Et en fait, lorsque je lui ai parlé, je me suis rendu compte qu'il n'avait jamais fait sa bar mitzvah. Il n'était jamais monté à la Torah. J'ai essayé, quand bien de mal, de le convaincre, mais je n'ai pas réussi. Donc, je vous lance l'idée. Alors, vous imaginez un Shabbat qui entend ça, il dit, ouh là là, ça c'est ma chance. Donc, dès le Motzei Shabbat, samedi soir, il va à l'hôtel et il cherche ce Milton, il s'appelle Milton. Et il le rencontre et en fait, après une très longue conversation, très très longue conversation au début, il n'était pas très très partant. Et en fait, finalement, petit à petit, son ratson, sa volonté s'est réveillée. Il a dit, je veux monter à la Torah. Et donc, le lundi, juste après, alors que voilà, on sort le Sefer Torah, eh bien, Milton Pic est monté à la Torah à l'âge de 102 ans. Et je voulais juste vous montrer, voilà, déjà, je vais vous montrer sa photo. Voilà, c'est lui. C'est beau, hein? Et voilà, juste cette petite vidéo que j'ai trouvée extrêmement touchante. Voilà. Voilà. C'était pour nous mettre de bonne humeur ce matin. En cette veille voilà, Pessar Chéni, voilà. Même voilà, à 102 ans, on peut dire, oh, quand même, j'aurais voulu monter à la Torah. Alors Hachem, il nous envoie quelqu'un qu'on croise à l'hôtel qui après va au Bat Rabat, qui va parler et qui lui dit de venir. Enfin voilà, tout a été orchestré pour réaliser en fait son ratson le plus profond. Puisqu'évidemment que
C'est le ratson de ce monsieur qui a déclenché voilà, tout ce qui lui a permis finalement de monter à la Torah et de faire sa bar mitzvah à l'âge de 102 ans. Voilà. Donc, maintenant, comme quoi, voilà, le regret finalement peut être un créateur, un catalyseur de volonté de Ratson qui peut nous ouvrir en fait les portes les plus incroyables. Voilà. Alors, maintenant, on va commencer notre sujet sur donc la colère. C'est un sujet, je vous dis d'avance, qui n'est pas évident. C'est un sujet qui n'est vraiment pas évident. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet. J'espère y arriver en 2 cours. Euh, allez, on va commencer. Donc, déjà, euh, c'est quoi la base? Vous savez que dans chaque mida, dans chaque trait de caractère que Hachem nous a mis en nous, il y a toujours du positif. Ça, on l'a déjà expliqué. Il n'a mis en nous que du bon. Et l'idée, c'est dans chaque trait de caractère, garder le bon et extraire le mauvais. Et vous savez, vous vous souvenez en toute introduction du cours, nous avions dit que souvent nous définissions des bons traits de caractère et des mauvais traits de caractère. Par exemple, bon trait de caractère, c'est d'être bah, voilà, calme, et mauvais trait de caractère, c'est la colère. Or, la Torah ne définit pas les choses comme ça. Elle nous dit que tout ce que Hachem a mis en nous, c'est bon, c'est du bon, c'est que du bon. Et ce qu'on définit comme mauvais trait de caractère, ce sont en fait des choses, des prédispositions de caractère dont on a beaucoup de mauvaises choses à évacuer. Et que ce que nous avons à garder, c'est petit. D'accord? Il avait expliqué que c'était des midas comme une épice. Une épice, par définition, dans un plat, c'est tout petit. D'accord? Et ce qu'on définit en général comme les bonnes midotes, d'accord? Par exemple, l'humilité, d'accord? Eh bien, on doit garder la grande partie de l'humilité, mais il y a aussi une petite partie à rejeter. D'accord? Par exemple, la fausse humilité, c'est ce qu'on avait vu. Par exemple, le fait de ne pas avoir assez confiance en soi par rapport aux valeurs qu'on est censé incarner. D'accord? Donc, évidemment, vous l'imaginez bien, vous devinez que la colère est une mida épice. D'accord? Alors, du coup, c'est quoi le nitzot? C'est quoi la base positive? Eh bien, la base positive de la colère, c'est, écoutez bien, connaître ses limites. Dire ça, c'est inacceptable. D'accord? Et quelqu'un qui aurait zéro colère en lui, ça serait mauvais parce qu'en fait, du coup, bah écoute, tout est OK. Je suis, on dit en hébreu, zoremet. Moi, c'est bon, tout me va. Moi, je suis sur tout. Non, tout est OK. Bon, on connaît très peu de personnes comme ça, mais tout ça, c'est là pour nous rassurer, pour nous dire que la colère, elle a forcément quelque chose de positif qu'il faut garder et qu'il faut cultiver. D'accord? Alors, ensuite, nous avons donc Pirkei Avot, les maximes des pères, que nous lisons d'ailleurs particulièrement en ce moment, pendant la période du Homer, qui est un texte de la Mishnah qui nous décrit donc beaucoup de préceptes. Et un des préceptes qui nous décrit, c'est justement le travail par rapport à la colère. Et donc, il y a écrit comme ça, il y a 4 types de personnes. D'accord? Et on se retrouve forcément dans un des 4 types de personnes. Noach lichos venoach lirtzot. Alors, ça, c'est quelqu'un qui se met facilement en colère et qui se calme facilement. D'accord? Ensuite, le deuxième portrait, c'est quoi? C'est quelqu'un caché lichos ve caché liratzot. C'est quelqu'un qui, c'est difficile de le mettre en colère, mais une fois qu'il est en colère, ça y est, il en veut pour toute la vie, il est très rancunier. D'accord? Ensuite, la troisième personne, et ça c'est l'idéal, mais sachez que personne ne peut atteindre, ne peut naître euh, dans ce portrait idéal, c'est quoi? C'est cacher l'iros, venoir les ratsot. C'est quelqu'un qui se met facilement en colère, mais, pardon, qui se met difficilement en colère, excusez-moi, mais qu'on peut qui peut facilement se calmer après. D'accord? Et bon, le pire, c'est le quatrième, c'est celui qui se met en colère pour un tout, pour un oui ou pour un non, et qui en plus de ça, qui est très rancunier et c'est très très difficile de le calmer. Alors, souvenez-vous, ce qu'on avait vu sur les midotes, c'est toujours la même histoire d'équilibre. On a toujours un travail à faire. En fait, on est toujours dans notre nature, soit le numéro un, soit le numéro 2. Ça veut dire quelqu'un qui est difficile à se mettre en colère, mais aussi, par exemple, qui est difficile à se calmer. D'accord? Ce sont des gens, par exemple, très calmes, mais rancuniers.
D'accord? Parce qu'en fait, c'est une histoire d'équilibre. Ces deux true notes, ces deux traits de caractère, ils vont ensemble, en fait, à la base. D'accord? Ou alors, tu as les gens un peu avec le sang chaud. Voilà, c'est vraiment les orientaux, d'accord? Celui qui s'énerve très, très fort, mais après, tu lui fais un petit truc comme ça, allez, allez, on est des copains, et en fait, il se calme facilement. À la base, on est soit un, soit deux, soit, j'ai envie de dire, le sang froid, d'accord? Ou soit le sang chaud. OK? Et toute l'idée, c'est d'arriver vers l'idéal qui est le troisième trait de caractère, c'est-à-dire quelqu'un qui reste calme, difficile à mettre en colère, qui ne se sent pas provoqué pour un oui ou pour un non, d'accord? Et en même temps, qui est facile à calmer, d'accord? Et pour en fait avoir le bon de chaque truna, de chaque trait de caractère. Est-ce que c'est clair ou pas? Euh, et si on ne fait pas ce travail, alors on risque même de tomber dans le profil numéro 4, ça veut dire celui qui s'énerve pour un oui ou pour un non, et en plus de ça, qui est rancunier. D'accord? Ça, c'est si on ne fait pas de travail sur soi. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Il y a des moments où, oui, on va devoir se mettre en colère. On va expliquer comment, de quelle façon pour que ce soit sain. D'accord? Et on va expliquer, en fait, tous les travers qu'on va devoir éviter et tout le travail que ça va requérir pour s'éloigner de cette mauvaise chose, donc, qui est la colère à tort et à travers. OK? Maintenant, pour ça, il faut comprendre. Donc, vous avez compris, il y a des gens, on va dire, qui ont le sang chaud. C'est un peu caricatural, d'accord? Mais disons comme ça, des gens qui ont le sang chaud, des gens qui ont le sang froid, mais ceux qui ont le sang froid, en fait, même s'ils sont, ils sont difficiles à se mettre en colère, très souvent, ils sont plutôt du style rancunier, d'accord? Et nous, on veut venir, en fait, faire un rééquilibrage de tout ça. Maintenant, qui, donc, d'où vient la colère? Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que personne déjà par rapport à soi, en tant qu'époux, en tant qu'épouse. Si on ne sait pas ça, je ne sais pas comment on peut même traiter ce sujet-là. Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple. La colère peut venir de trois choses. Premièrement, c'est ce qu'on vient d'expliquer, une nature, c'est un ophi. C'est comme on a dit, les gens qui ont le sang chaud. C'est dans Pirkei Avot, le profil numéro un, Noach Lichos. D'accord? Ah, lui, il se met facilement en colère. OK? J'ai envie de dire, bah, c'est un peu la colère de l'oriental. D'accord? Je suis séfarade, donc j'assume complètement. On a vu comme ça, voilà, on appelle ça avoir le sang chaud. OK? Euh, ou alors, deuxièmement, d'où peut venir la colère, facilité en fait à s'énerver pour un oui ou pour un non? Eh bien, c'est pas une nature première, c'est une seconde nature. Et ça vient de quelque chose qui est en fait, si vous voulez, une déformation de la société environnante. Le sentiment que les choses me reviennent. Donc, quand je n'ai pas ce que je veux, je frappe sur je frappe sur la table. D'accord? Je comprends pas. T'es payé pour me servir, non? Ou alors l'idée que l'intolérance vis-à-vis des erreurs des autres. Ou alors le sentiment que les choses me reviennent. Ou alors le sentiment que, mais normalement, je dois maîtriser. Je dois maîtriser. Et du coup, quand je maîtrise, je sens que les choses échappent à mon contrôle, ça m'énerve. J'appelle ça la colère de l'occidental. D'accord? Moi, je me souviens quand j'étais lycéenne, collégienne même, quelque chose qui m'avait choquée. C'était, je me rappelle, au lycée, où moi j'étais au lycée public en France. Et il y a des fois, donc il y avait la machine avec les boissons, avec, je sais pas, moi je prenais rien là-bas de toute façon, mais en tout cas, voilà, avec les Mars, les Twix, tout ça. Et donc les gens, parfois ils mettaient la pièce, et puis bon, vous savez, la machine, des fois, elle mangeait la pièce. Et en fait, au début, ça commençait, ils essayaient quand même de bouger la machine pour la faire quand même descendre le Twix ou le Mars. Puis en fait, ils voyaient que ça marchait pas. Et en fait, ils commençaient en fait à s'énerver contre la machine et à frapper la machine. Je me rappelle, je me dis, mais c'est fou d'en arriver là, en fait. C'est genre, je comprends pas, ça devrait me revenir. Du coup, je me mets dans tous mes états. C'est la colère du l'orgueilleux, de ce qu'on avait expliqué la dernière fois, Bekochi Oveotsem a dit, celui qui croit que du coup, bah, tout me revient, c'est tout par la force de ma maîtrise et de mon pouvoir. Et donc, du coup, il peut tout faire.
pour exprimer sa colère. D'accord? C'est la colère de l'occidental, ça veut dire de la société dans laquelle en fait on a baigné, qui est une société sans émouna. D'accord? Ou alors, la troisième forme de colère, elle est beaucoup plus fine et elle peut expliquer comment des gens qui sont de bonne volonté peuvent être très nerveux. Et dans ça, vous allez voir que je me retrouve complètement, parce que moi, j'ai fait vraiment un travail par rapport, pas à la colère, mais à la nervosité. Et j'ai encore du chemin à faire. Alors souvent, les gens ils me disent, mais je comprends pas, on dirait pas du tout. Alors je leur ai dit, mais vous n'êtes pas venu chez moi entre 4 et 7. Vous n'avez pas vu le monstre en action, la sorcière. Non, bon. J'ai fait beaucoup de progrès. Mais comment des gens de bonne volonté peuvent arriver à exprimer tellement de nervosité? Pour moi, ça a été un mystère pendant des années, parce que je sais que je suis, je suis quelqu'un de bonne volonté. Et souvent, je me retrouvais, Baruch Hashem, de moins en moins, à m'énerver, mais vraiment pour un oui ou pour un non. D'accord? Alors, en vérité, ça, notez-le bien. Notez-le bien parce que sans ça, vous ne pourrez pas mettre en place tout le reste du cours. Ça, ça vient ni d'une nature, ni d'une mauvaise vision des choses qui provient de l'ego, comme on avait vu dans le deuxième cas. Non, ça vient un réservoir de frustration qui bouillonne en la personne, qui est l'accumulation d'une frustration qui peut venir même depuis l'enfance et qui fait que c'est comme de la colère refroidie. C'est exactement comme le volcan. Le volcan, c'est quoi? C'est de la lave qui refroidit. D'accord? Et en fait, ça, c'est le plus difficile à démanteler. La lave chaude, bon, bah, elle s'échappe. La lave dure, elle devient de la roche. Et quand on a de la roche en nous, c'est très, très facile, c'est très difficile à démanteler. Et donc, en fait, on se retrouve à s'énerver contre d'autres personnes qui, misquines, ils n'ont rien fait, eux. Parce qu'en fait, on a tous ce réservoir de colère. Et moi, j'ai fait un travail par rapport à ça. Et sachez que si vous vous retrouvez dans ce cas-là, de dire quelqu'un, mais c'est bizarre, moi, je suis quand même quelqu'un plutôt de gentil, de calme, de bonne volonté, de bonne disposition, on dit. D'accord? Et pourtant, il y a certains trucs qui me mettent dans un état pas possible. Alors, faites un travail personnel par rapport à ça. Parce que si, tant que vous ne faites pas ce travail personnel d'évacuer votre colère interne, le travail ne prendra pas. D'accord? Et vous voyez dans le livre qu'on a fait avec Vanessa Benzaken, au début, donc en fait, on présente trois mamans. Vous voyez, c'est trois types de mamans qui vont au cours et qui apprennent, bref, qui s'exercent. D'accord? Et en fait, bon, j'ai mis la première, c'est une fille qui essaye de faire bien, mais qui doute un peu d'elle. La deuxième, elle est plutôt très stricte. Et la troisième, en fait, bah, bon, c'est un peu moi. C'est genre c'est la gentille nerveuse, en fait. Parce qu'en fait, justement, elle est tellement gentille que du coup, en fait, elle s'en veut de se laisser marcher sur les pieds. Et en fait, du coup, elle est dépassée très, très facilement. Et donc, elle aimerait bien avoir une meilleure maîtrise d'elle-même et de ses pulsions immédiates. Voilà. Ouais, c'est- c'est, très, très inspiré. Voilà. Donc, si vous vous retrouvez dans ce troisième type, alors on va donner des outils, mais vous verrez que de toute façon, vous aurez besoin d'outils personnalisés pour en fait assainir et faire évacuer tout le réservoir personnel de frustration que vous auriez pu emmagasiner. D'accord? Et vous le retrouvez, je vous répète très facilement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous mettez en colère de manière injustifiée ou disproportionnée. Je dis, mais les pauvres, mes enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que je leur hurle dessus alors qu'ils ont juste pas rangé leurs chaussettes? C'est pas. Je veux dire, et en plus, quand je suis à l'instant T, genre, j'ai l'impression que je peux pas faire autrement, que genre, c'est le pire truc du monde. Il faut assainir. Ok. Alors, maintenant, je vais vous donner bah, voilà, ce qu'il dit le Chod Sadikim. C'est un peu hardcore. En fait, il va nous rapporter des versets, des psukim et aussi des extraits de différentes sources de la Mishnah, etc., pour nous dire à quel point les effets de la colère sont néfastes. Alors, je vous préviens d'avance, c'est pas quelque chose qui va vous aider. C'est pas quelque chose qui aide sur le terrain. Pourquoi? Parce que
bon, je vais vous expliquer pourquoi ça ne va pas vous aider. Je vais vous le dire, c'est sûrement des choses que vous connaissez, mais c'est ça qui est fou, c'est que bien que ce soit des choses qu'on connaisse, euh, ce qu'on appelle en hébreu Zman Emet, au moment de vérité, bah, tous les principes que tu connais sur la colère, bah, ça s'envolent et il ne reste plus que toi et ta colère. Et tu dis, mais je comprends pas, quand j'étais au cours hier, j'étais vachement d'accord avec ce qu'elle disait. On va expliquer tout ça. On va tout expliquer. D'abord, la colère amène de la tristesse. C'est une mida antinomique avec la joie. De plus, la simcha, donc la joie, elle amène la shrina, elle amène la présence divine et avec toute la clairvoyance que ça comporte. Mm. Eh bien, la colère repousse la shrina, la présence divine, et repousse la clairvoyance chez une personne. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit plus clair. Euh, Ensuite, il nous rapporte le traité dans Nedarim qui dit Kol hakoes, kol mine geinam, sholtim bo. Ah, celui qui se met en colère, on connaît ce genre de phrase. Hein. Toutes les formes du geinam se mettent sur lui. Alors, c'est pas tellement qu'il mérite le geinam, c'est qu'en fait, sa vie, c'est un enfer. Sa vie, c'est un geinam. Il se fait du mal à lui-même. Comme c'est écrit dans Qoélette, c'est, je ne sais plus comment il décrit la colère. Ah oui, c'est le mal, c'est le mal en personne. D'accord? Il dit dans Qoélette, dans l'Ecclésiaste, si tu enlèves la colère de toi, de ton cœur, tu enlèveras tout le mal qui est en toi. D'accord? Ensuite, la colère entraîne la bêtise. La colère entraîne la bêtise. Et parce qu'il y a marqué que la personne, en fait, quand elle se met en colère, elle perd son intelligence. Alors, c'est pas qu'on perd des points de QI, c'est qu'en fait, sur le coup, bah, on dit des choses bêtes, tout simplement. C'est vrai. Et tu dis, mais moi, c'est fou, quand je suis hors de moi, je dis n'importe quoi. Ensuite, Ena Kabdan Melamed, celui qui se met facilement en colère, ne peut pas transmettre des valeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, il véhicule l'hostilité. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, il a développé des capteurs sensoriels qui font que, ouh là là, cette personne-là, quand je suis en sa compagnie, je suis très très mal à l'aise. Et donc, en fait, si c'est nous, en tant que parents, vis-à-vis de nos enfants, finalement, on devient une personne hostile, effrayante. Et donc, même si après on est passé à autre chose, bah, du coup, l'enfant, il n'arrive pas à être récepteur de tout le bien qu'on veut lui donner. D'accord? Celui qui... Je continue ou pas? Et pourtant, j'ai beaucoup filtré. Hein. Celui qui se met en colère, bah, du coup, il ne se remet pas en question parce qu'il n'aime pas, il n'accepte pas les remarques. Ça nous enlève nos brachot. Ça entraîne la marloquette. Ça entraîne les disputes. Bon, j'arrête là. D'accord? J'arrête là parce que on aurait encore beaucoup de choses à dire, comme c'est écrit dans nos sources. Mais j'entends, ah, c'est mignon tous les commentaires. Je me mets en colère et après je pleure. J'adore, c'est tellement, tellement moi ça. Ok, donc ça fait partie en fait des sujets où la connaissance ne nous aide pas. Et vous connaissez très bien ce genre de situation. Tu vas à un cours de Torah, tu dis, ah ouais, vraiment, la colère, c'est pas bien. Pff. Tu ressors avec plein de bonnes ambitions. Ah, je vais plus me mettre en colère. Non, non, juste tu sors du cours. Hein. Tu arrives, tu prends ta voiture, paf, un PV. Ah, mais qui est l'idiot qui m'a mis ça? Non, non, il y a 5 secondes. Tu avais encore des ambitions de devenir quelqu'un de calme et de serein. Et tout d'un coup, hop, ça s'est volatilisé. Donc, ça fait partie clairement des sujets où de savoir que c'est négatif n'aide pas nos schémas comportementaux sur le terrain. D'accord? Maintenant, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, nous avons deux réservoirs en nous. Nous avons le réservoir intellectuel et nous avons le réservoir émotionnel. D'accord? Maintenant, lorsqu'on est face à une situation qui est challenging,
Eh bien, c'est comme si nous avions les outils dans le réservoir intellectuel. Bah, c'est tout ce que j'ai entendu au cours la veille, que j'ai entendu dans le cours de Torah sur la colère ou sur tel problème que je veux régler dans ma vie. D'accord? Mais je n'ai pas accès à cette connaissance. Comme si, voilà, ça vous est déjà arrivé, vous avez un fichier dans votre ordinateur, mais vous n'avez pas le logiciel pour lire le fichier. D'accord? Par exemple, moi, j'ai pas de Microsoft dans mon ordinateur. Donc, quand on m'envoie un Word, bah, je ne peux pas l'ouvrir en fait. C'est un peu la même idée. Genre, il est dans mon ordinateur, mais je n'ai pas accès à cette information. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les outils qui peuvent me permettre de déchiffrer et utiliser cette information. D'accord? Maintenant, le but du juif, c'est de prendre le réservoir intellectuel et de le faire passer dans le réservoir émotionnel de façon à ce qu'il soit, oui, utilisable par la personne à l'instant T. Et que ça vienne en fait façonner nos comportements. D'accord? Alors, comment on fait? Comment on fait pour, et c'est le fameux Ve'ashevota levavecha. Vous savez, il y a marqué dans Ve'ashevota levavecha, c'est dans Ve'ashevota levavecha, bon, je ne sais plus dans quel paracha. C'est qu'en fait, on doit prendre les informations, les mettre sur le cœur, à l'evavra. D'accord? Donc, en fait, on doit faire le lien entre ces deux réservoirs intellectuels et émotionnels. Faire le lien entre la tête et le cœur. Et je crois que c'est le Rav Golbe qui dit comme ça que méfiez-vous. Nous, on croit que c'est facile de faire le lien entre la tête et le cœur. Bah, je le sais, donc je peux le faire. Ah ah ah. Rav Golbe, il dit que la distance entre la tête et le cœur est encore plus lointaine qu'entre le ciel et la terre. C'est c'est- c'est un travail d'aller chercher et d'intégrer. D'aller chercher et d'intégrer. Et de faire une fissure dans le cœur pour faire rentrer cette connaissance. Exactement comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, donc sa femme lui dit, je veux que tu ailles étudier la Torah. Et lui, il dit, mais j'ai 40 ans, je suis un ignorant, je ne sais même pas lire le Aleph Bet. Comment tu veux que j'ai étudié la Torah? C'est même pas sérieux ce que tu me demandes. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'il voit un rocher qui a été façonné par quoi? Par des gouttes d'eau. Et il se dit, mais je comprends pas, quand tu vois la goutte d'eau, ça fait rien. Une goutte d'eau, elle fait rien. La goutte d'eau, elle fait rien. Si tu vois un à un, la goutte d'eau, elle fait rien. Mais quoi? C'est l'accumulation des gouttes d'eau, le fait de vouloir et recommencer et encore recommencer, et toute cette persévérance qui transforme le cœur de la roche. Alors il dit, ça sera pareil. Moi, avec la Torah, je vais y aller. Et ça sera difficile. Et sûrement que je vais sortir et je vais pas forcément comprendre. Ou je vais comprendre à moitié. Ou je vais comprendre, mais je vais pas intégrer. Mais petit à petit, ça va venir façonner ce qu'on appelle en hébreu ma tfissa. C'est quoi la tfissa? La tfissa, c'est la manière dont je perçois les choses. C'est pas la manière dont on me dit les choses. C'est pas la manière dont je sais que les choses fonctionnent. C'est la façon dont je les perçois et je les ressens. Et pour ça, en fait, il faut faire sans cesse des petites fissures dans son cœur, exactement comme la goutte et le rocher, même si à l'instant T, on ne voit pas forcément de grands changements. Comment on fait cette connaissance? Comment on fait cette fissure? Comment on façonne le cœur? Par une seule chose, une seule chose, c'est quoi? C'est l'expérience, l'action, le fait de passer à l'action, le fait de retranscrire en acte les connaissances que j'ai accumulées. Tant que je ne fais pas ça, c'est comme si je ne pouvais pas transformer le fichier. Le fichier, il est toujours en Word, donc impossible pour toi de le lire. Mais à chaque fois que tu dis, bon, ok, je vais essayer de m'entraîner à faire ce que j'ai appris,
alors là, en fait, tu es en train de transformer. Mais tu es en train de transformer, je sache, juste comme une goutte, hein. Ça veut dire si tu vois aucun résultat sur le coup, c'est normal et c'est pas grave. L'essentiel, c'est de vouloir et c'est de t'entraîner. Mais sans volonté de retranscrire en acte ce que j'apprends, ça ne fera rien. Ça restera toujours une information dans le réservoir mental dans lequel je n'ai aucun accès dans le monde de l'action. Il dit le Rav Lemel que quand j'entends un cours de Torah qui me sensibilise, par exemple, ah, tu sais, la colère amène la tristesse. Alors je me dis, ah, c'est vrai, je vois que ça m'amène tellement de tristesse dans ma vie. Ah, c'est vrai, je vois que c'est générateur de tellement de disputes. Qu'est-ce que ça provoque chez moi? Ça provoque un sentiment négatif de me dire, ah, j'aimerais tellement changer les choses. Alors, il dit le Rav Lemel, regesh, c'est les mêmes lettres que gesher. Un sentiment, c'est les mêmes lettres regesh que gesher. Gesher, c'est un pont. Ce fameux pont entre la tête et le cœur, entre le réservoir cérébral et le réservoir sentimental. D'accord? Et en fait, le gesher entre ce qu'on appelle aussi le da'at et le ma'aseh, la connaissance et l'action, eh bien, en fait, qu'est-ce qui va permettre de prendre ce regesh et de le transformer en gesher? Eh bien, c'est en essayant de passer à l'action, en m'entraînant. Ki achare a peolot, nimshachim alevavot. Parce que le cœur n'est pas façonné par l'intellect. Le cœur est façonné par le vécu. Je vous le répète, parce que ça, il faut l'accrocher, hein. Parce que dans notre société occidentale, nous, on croit que tout est intellect, d'accord? Moi, la première, j'ai fait des études académiques, tout ça, d'accord? Donc, moi, pour moi, il n'y a que l'intellect, toi. Bon, et bon, le cœur, c'est mignon, voilà, mais non, non, la Torah, elle te dit, le cœur n'est pas façonné par l'intellect. Il est façonné entièrement par le vécu. Maintenant, l'intellect, j'essaye de le passer en vécu. J'essaye, je m'entraîne. Je ne dis pas que je vais y arriver d'un coup, ça ne marche pas. Non, je fais un effort. Et là, au moment où l'enfant, il casse le verre ou il frappe sa sœur, je dis, attends, je vais essayer de faire tout ce que je vais vous apprendre maintenant. D'accord? Parce qu'on va voir. On va donner des outils concrets, mais tant qu'on n'a pas compris ça, en fait, on ne peut pas comprendre comment on utilise les outils. C'est ça que je veux vous dire. Tant qu'on n'a pas compris que ces outils-là sont venus pour transformer ce format intellectuel en format actionnel, d'accord? Je ne peux pas comprendre. D'accord? Qui achare apeolot nimshachim alevavot. Parce qu'en fait, le cœur, en fait, petit à petit, il va se façonner. Et je vais me dire, ah tiens, c'est marrant. En fait, tu vois, je peux voir les choses autrement. Ah tiens, c'est marrant, j'en suis capable. Ah tiens, je vois les effets positifs de m'être retenu, de me mettre en colère à ce moment-là. Je le vois, c'est du vrai, c'est du vécu. Du coup, en fait, ça rentre dans le cœur et là, c'est un format que je peux utiliser qui est concret. Ça façonne ma tfissa. Vous savez, moi, celui qui a été un déclencheur de transformation personnelle chez moi, c'est un de mes enfants qui est un enfant hypersensible. Parce que malheureusement, les premiers, ils avaient une maman nerveuse. Et en fait, je n'avais pas trop à changer, quoi. Et lui, hypersensible, parce que alors, maman nerveuse plus hypersensible, je vous explique, c'est un cocktail explosif. Alors là, c'est plus le volcan, c'est, je sais pas, c'est Hiroshima, quoi. C'est la bombe atomique. Et là, c'était comme si j'étais devant le fait accompli. Je n'ai pas d'autre choix que de changer. Autant les pauvres, ils avaient une capacité d'adaptation qui faisait que, bon, ils savaient que maman, elle pouvait s'énerver pour un oui ou pour un non à certains moments, d'accord? Mais l'hypersensible ne peut pas supporter ça. Donc là, on est obligé de faire un travail, comme je dis, c'est un travail qui est personnel. Alors, du coup, on s'exerce. On s'exerce. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, l'acte façonne le cœur. Et ensuite, le cœur lui-même, il façonne les schémas comportementaux. C'est pas l'intellect, comme je dis, c'est le cœur.
Et donc, du coup, quand je me retrouve la fois d'après en instant T, je suis beaucoup plus forte. Parce que je me dis, bah oui, je suis capable, je l'ai déjà vu, j'ai été capable, j'ai déjà constaté, j'ai fait ce constat. Bah oui, en fait, c'est beaucoup mieux. Je verrai que si je m'énerve pas, ça sera beaucoup mieux après. Bah oui, quand je ne m'énerve pas, je sais que je deviens un personnage ami et non pas ennemi. J'élimine toute l'hostilité qu'il y a entre moi et mon enfant, entre moi et mon ami, entre moi et mon époux, donc pour moi, c'est beaucoup plus concret, donc je peux l'utiliser et ça façonne mes schémas comportementaux. Et là, c'est un vrai guécher. Un guécher, c'est un pont, c'est plus qu'un pont, c'est un cercle vertueux où en fait, j'ai travaillé, je me suis entraînée. Du fait que je me suis entraînée, j'ai eu des petits moments de réussite. Les moments de réussite s'accumulent dans ma tfissa, dans ma manière de voir les choses, parce que c'est du vécu, c'est du vrai, c'est pas de l'intellect, c'est du vrai. Et donc, du coup, en fait, c'est un format que je peux réutiliser en instant T, Osman Emet, au moment de vérité, quand j'ai reçu le PV, quand le petit il a frappé sa sœur, quand le vase il s'est cassé, il s'est renversé, quand mon mari il était en retard alors qu'on avait convenu d'un rendez-vous, quand la machine, elle m'a pris mes dernières pièces. Dans ces moments-là, ça va m'aider. Et du fait que ça m'aide, je vais réussir en fait à mieux me comporter fidèlement à mes principes. Donc ça facilite encore mon vécu, et encore mon vécu, et encore mon vécu. Et ça façonne mon cœur, et ça façonne ma tfissa, ça façonne la manière dont je perçois ma réalité. Donc je change. Vous avez compris, mais tout ça, ça doit se faire. Le mot-clé, c'est par petits pas. Ne pas avoir des grandes attentes. Oui, bah, désormais, je ne me mettrai plus jamais en colère. Oui, désormais, je ne serai plus jamais jalouse ou envieuse de qui que ce soit. Petit pas par petit pas. Ah, je me suis sensibilisée à ça. Ça m'a donné un regesh. Le regesh, je le passe en geisha. Ça veut dire la prochaine fois que je me retrouve dans un genre de situation, je vais m'exercer à appliquer ce que j'ai appris ce matin. Alors, il y a plein de commentaires. Alors, mais il y en a deux qui se ressemblent, même trois. Quand on s'énerve pas, comment faire pour ne pas ruminer après? Je ne sais plus si je vais en parler après. Euh, ok, alors, je vais répondre à cette question. Ok. Euh, il peut y avoir des fois où on ne s'est pas énervé. Par exemple, on était au supermarché et là, la caissière qui était mal réveillée ce matin nous hurle dessus parce que, je sais pas, on était dans la caisse où on a le droit que à 5 articles et on en avait 7 et bon, elle n'était pas d'humeur. Elle s'est levée du pied gauche et elle nous a fait l'archouma devant tout le magasin. D'accord? Et nous, on dit, bon, je vais pas lui répondre, je vais pas m'abaisser à ça, hein. Comme on dit, c'est quoi la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe? D'accord? Bon, un truc comme ça. C'est vrai que De La Fontaine nous a piqué pas mal de midrashim, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. En l'occurrence, la chaîne et le chêne et le roseau, c'est dans la Mishnah. En tout cas, et puis donc, on sort de cet épisode et puis en fait, on rumine. On rumine, on rumine, on rumine. Ouais, la prochaine fois, je ne me laisserai pas avoir. La prochaine fois, je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. J'aurais dû lui répondre comme ça. Et si quelqu'un un jour me provoque, je lui répondrai comme ceci ou comme cela. D'accord? Ce qui fait que la prochaine fois qu'on est provoqué, et ben en fait, au lieu de réagir conformément à nos principes, ou voilà, on va s'énerver mais en plus de ça, 2 fois plus fort. Parce que, en fait, on a emmagasiné cette frustration. D'accord? Cette fameuse Ahmadsa dont on a parlé dans les derniers cours. Le fait qu'en fait, on a finalement pas bien vécu notre propre comportement. Donc là, le pauvre, l'enfant qui avait rien fait, qui passe et qui fait juste tomber le verre de lait, eh ben, ouais,
trucs, machin, mais vous faites pas attention, mais vous pensez pas à moi, mais vous voyez pas que je suis crevée, mais vous croyez que je fais tout, et tu tout toute seule dans cette maison. Bon, je vous imite bien ou pas? Enfin, pas vous, je m'imite bien. Je m'imite bien ou pas, mon fils? Est-ce que je m'imite bien ou pas? Ah, tu m'as pas entendu crier? Oui. Heureusement, il m'a pas entendu. Euh, donc, du coup, alors non seulement on s'énerve, mais en fait, on s'énerve en 10 fois pire. D'accord? Alors, pourquoi? C'est parce que, en fait, on n'a pas développé ce qu'on avait vu dans les derniers cours, en fait, de la satisfaction par rapport à nos bonnes réactions. D'accord? Ou en fait, au lieu de dire, écoute, je suis très fière de moi, je fais preuve de maîtrise, je fais preuve comment on appelle ça, de tenue, de retenue. D'accord? D'accord? Ça, c'est quelque chose que j'apprends beaucoup à mes calottes. Je leur dis, sois fier de toi quand tu apprends à te contenir, à te tenir et à te retenir. Vous pouvez l'écrire aussi sur votre frigo. Sois contente de toi quand tu apprends à te contenir, à te tenir et à te retenir. Si tu n'es pas fier de toi, finalement, ça devient un réservoir de colère. C'est le fameux réservoir de colère dont je vous ai parlé dans le troisième cas. C'est toutes les fois où finalement on a accumulé des frustrations dans l'enfance, où on s'est dit, oui, j'en ai marre qu'on me prenne pour, j'en ai marre d'être la dernière, d'accord? En l'occurrence, je suis une dernière. Donc les derniers, ils n'ont pas d'avis sur rien, leur vie ne compte pas, ils ne servent à rien, on ne prend pas du tout leur avis en question, d'accord? Bon, chacun son lot, hein. Je sais que les aînés, c'est pas facile non plus, les sandwichs non plus, d'accord? Chacun son lot. Mais les derniers, en général, ils comptent pour. Moi, quand j'étais petite, on me disait, tu comptes pour le trou des cabinets. Voilà, c'était comme ça qu'on définissait les avis quand je disais, bah, moi, je pense qu'on devrait plutôt commander chinois. Bon, bah, toi, ton avis, il compte comme le trou des cabinets. Donc, vous imaginez que bah, forcément, après, ça crée des frustrations. Tu dis, mais quand même, mon avis, il compte, etc. Et donc, du coup, c'est le fameux ressort choquant. Je vais le dire à ma sœur. Elles ont dit que c'était choquant ce que tu m'as dit, mais quand tu étais petite. Bref. Euh, donc, vous avez compris. Donc, en fait, toute l'idée, c'est de se satisfaire de toutes les fois où on a réussi à bien se comporter en instant T. Sinon, sans ce fameux SIPOC dont on a parlé, qui est le catalyseur de tous nos bons comportements, alors finalement, le travail est voué à l'échec. C'est plus qu'il est voué à l'échec, il est comme un réservoir qui s'accumule, comme un ressort que je tire, que je tire, que je tire. Donc la prochaine fois, j'explose, mais 50 fois plus. D'accord? Donc, Euh, voilà. Donc, du coup, déjà, la première chose le premier outil que je vais vous donner, que nous donne le Roi Tzadikim, c'est que déjà, si on cherche à nourrir le réservoir intellectuel, alors déjà, parlons en positif. Au lieu de se dire que se mettre en colère, c'est mal, eh bien, dites-vous, une autre chose du Talmud, c'est que Hachem affectionne particulièrement ceux qui ne se mettent pas facilement en colère. Et de là, la Torah nous rapporte deux histoires très inspirantes de Hillel Azaken. Et ce sont des histoires, en fait, qui peuvent nous paraître très loin. Tu dis, ah, moi, je suis vraiment pas loin de ce niveau. Mais c'est des histoires qui sont inspirantes. Encore une fois, pour le réservoir intellectuel. Il ne faut pas s'attendre que. Parce que, ah, tu as entendu l'histoire magnifique sur Hillel Azaken et demain, tu t'es transformé en Hillel Azaken. Ça n'existe pas, ça ne va pas marcher. D'accord? Mais c'est pour nourrir ce fameux réservoir intellectuel. D'accord? Alors, donc, il rapporte une première histoire. C'est deux hommes qui font un pari. Alors, il y en a un qui dit, moi, je suis sûre que je vais réussir à énerver Hillel. Et l'autre qui dit, t'arriveras jamais. Ah si, si, moi, je te parie, je sais pas combien, 1000 roubles, que je vais réussir à énerver Hillel. Et donc, ils ont comme ça, ils ont fait le pari. Et donc, du coup, celui qui a parié qu'il va réussir, il va réussir, il va réussir à le mettre en colère. Alors, il arrive chez Hillel. Maintenant, Hillel, il est en train de faire sa toilette. Et il frappe, et il frappe, et il frappe à sa porte, d'accord? C'est juste avant Shabbat, on est 1 heure avant Shabbat. Donc, il est encore en train de se préparer. Et euh, donc pour rappel, Hillel Azaken, c'est un sage qui a vécu en 1er siècle de notre ère, un des sages de la Mishnah, des périodes des Zougotes. Et donc, il arrive chez lui et il lui dit, j'ai une question très, 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 très importante. Il faut que tu me répondes vite, vite, vite. Là, comme ça, avant Shabbat. Oui, 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 oui.
Alors, il s'habille, voilà, il ouvre la porte. On s'imagine qu'il était comme ça, encore en serviette. On a dit, mais vraiment, c'est une question urgente, vraiment, vraiment. Bon, d'accord, je vais m'habiller. Il s'habille, il ouvre la porte. C'est quoi ta question? Pourquoi les Babyloniens ont la tête plate? Et il lui explique. Eh bien, c'est parce que les sages-femmes là-bas, elles font comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? Bon, on dit, il est en en début d'après-midi. D'accord? Une heure après, il frappe. Et là, il est en train de préparer la table, tout ça et tout. C'est vraiment urgent. Oui, c'est très, 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 très urgent. Alors, il dit, bon, d'accord, il sort et tout. Pourquoi les habitants de telle ville ont-ils les yeux, ils voient pas très bien? Et il a lui répond, c'est parce que là-bas, l'air est rempli de sable. Ah, d'accord, merci, merci. Non, juste avant Shabbat. Il revient. J'ai une question très, 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 très importante. Pourquoi les Africains ont de grands pieds? Et bon, vous avez compris, jusqu'à ce que à la fin, il lui dit, mais c'est vraiment toi, Hillel, ce que tous les sages appellent Nassi, Hillel Anassi, le prince. Alors, il lui dit oui. Il lui dit, bah, j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup comme toi dans le monde. Alors, il dit pourquoi? Ben, il fait la provocation jusqu'au bout, hein. Moi, je sais pas comment j'aurais fait avec un énergumène comme ça. Moi, je l'aurais tordu le cou depuis le début. Alors, il dit, pourquoi tu dis ça sur moi? Alors, il dit, parce que toi, tu m'as fait perdre 400 zouzim. Tu m'as fait perdre de l'argent. Et les histoires regorgent il a la Zaken. Une autre qui est très, très, très connue, évidemment, c'est celle hum, du prosélyte qui vient le voir. D'abord, il va voir Shamaï. Shamaï, c'était le binôme de Hillel. Shamaï était réputé pour justement ne pas avoir, on va dire, il était beaucoup plus carré. Shamaï en hébreu veut dire un maçon. C'était carré, Shamaï. Et donc il vient le voir et dit, enseigne-moi la Torah très très rapidement, le temps que je suis sur un pied. Vas-y, toute la Torah en 10 secondes. Alors Shamaï lui dit, bon, allez, rentre chez toi, toi. Et Hillel lui dit, ok, je vais t'apprendre le principe de base. Et si tu es d'accord avec ce principe, alors va et étudie. Et ce principe, c'est quoi? C'est ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et à ce moment-là, le prosélyte a dit, ça, je suis appris à l'entendre. Ça a été la base de tout son limoud à Torah, parce que évidemment, c'est pas toute la Torah, c'était la base, le cœur. Va et étudie, va et apprends. Et sur ça, ça l'a motivé. Il a voulu encore apprendre jusqu'à ce qu'il connaisse les 613 mitzvot, qu'il les prenne sur lui, qu'il se convertisse et que ça devienne un grand Talmid Racham. Et la Mishnah termine en disant, regarde, grâce à la patience de Hillel, nous avons intégré un Talmid Racham dans notre peuple. D'accord? Donc, ça, c'est le premier outil. Si déjà on doit remplir le réservoir intellectuel, remplissons-nous-le avec des exemples inspirants, positifs. Ah, j'aimerais bien avoir un centième de la patience de Hilal Azaken. J'aimerais bien avoir un millième du caractère de ce monsieur, de ce grand sage. Ensuite, je vais vous donner un autre outil que nous donne le Rambam, qui m'avait personnellement beaucoup aidé. Je vais vous le donner. Le Rambam nous dit comme ça, analyse les fois où tu te mets en colère. Ça veut dire après, bon, tu t'es énervé, d'accord. Maintenant, fais une rétrospective et dis-toi quelles sont les situations qui me mettent en colère. Et fais tout pour éviter de te retrouver dedans. D'accord? Alors, il y a une très grande, comment dire, c'est une très très grande psychologie qu'il y a dans ce Rambam. Pourquoi? Parce qu'en fait, on évite de se retrouver dans une situation où on se met en colère, parce que toutes les fois où on a des situations où on se met en colère, on, euh, comment dire, on nourrit notre image personnelle. Ah, tu vois, je suis quelqu'un de colérique. La preuve, ça. Donc déjà, il te dit, on va arrêter de nourrir cette image de personne colérique. Vous voyez, imaginez un grand smiley rouge méchant. On va arrêter de lui rajouter du rouge.
On va faire au contraire en sorte qu'il s'évacue. Mais pour ça, première chose, il faut que tu évites ces situations qui te mettent en colère. Et moi, ça m'avait aidé à une époque. C'était il y a très longtemps. C'était une époque où je travaillais en bureau. J'étais directrice d'un programme, d'un programme Massa. J'étais épuisée à cette époque-là. C'est vraiment en Israël, les femmes, on les ménage pas, hein. On travaille. Bon, moi, je faisais pas 45 heures hebdomadaires, mais normalement, c'est 45 heures hebdomadaires. Et en fait, c'est une folie. C'est vraiment une folie. On travaille le dimanche. Je travaillais quand je rentrais de la maison. J'avais trois petits bébés, quoi, trois enfants en bas âge. Euh, et donc, ce qui m'arrivait et qui me mettait vraiment dans une colère folle furieuse, et ça m'arrivait pratiquement tous les jours, c'est que dans l'immeuble où j'habitais, il y avait un parking, mais c'était un parking, il n'y avait pas de barrière en fait, et voilà. C'était une place qui était à notre disposition. Donc, mon programme, la journée, c'est que... Excuse-moi, j'aime pas trop parler de moi, je sais, mais c'est juste que je sais que ça aide énormément quand on donne des exemples concrets. Et comme je vous dis que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai fait un travail personnel, autant il y a des choses, voilà, qui, bah, au Hachem, où je pense que j'étais plutôt de bonne composition. Alors ça, la colère, vraiment, j'ai commencé très, très mal dans ma vie. En tout cas, tous les jours, Donc, j'allais au travail. Je rentrais, je prenais la voiture, je la garais chez moi et ensuite j'allais à pied à la crèche pour chercher les enfants. Parce que là-bas, c'était ingarable. Donc je préférais mettre la voiture en bas de chez moi et ensuite marcher un quart d'heure, et prendre la poussette, marcher un quart d'heure et puis rentrer en poussette. Et en fait, ce qui se passait, c'est que pratiquement tous les jours, comme moi j'habitais en face de la mairie, pratiquement tous les jours, il y avait une nouvelle voiture qui se garait dans ma place. Et j'en devenais folle parce que pour moi, il y avait écrit parking privé, pas le droit de se garer. Voilà, j'avais mis plein de pancartes pour dire on n'a pas le droit de se garer là. Et quasiment tous les jours, ça m'arrivait. Mais ça me rendait folle. Mais vraiment, genre, je me disais, mais qu'est-ce que les gens sont spa, mais que c'est pas possible. Et en fait, jusqu'au jour où j'ai entendu ce Rambam, et j'ai dit, mais je suis bête ou quoi? Je vais mettre tout simplement une barrière. Alors oui, ça m'a coûté de l'argent, mais je préférais investir dans la barrière plutôt qu'investir dans ce réservoir de colère qui faisait que s'accumuler. Parce que vous imaginez que déjà, quand je prenais ma voiture là-bas, je me disais, oh, j'espère qu'il n'y a personne qui est garé. J'espère qu'il n'y a personne qui est garé. Et quand j'arrivais, je voyais une voiture, j'étais furieuse. Parce que du coup, je devais faire un tour et un tour et un tour. Ou alors aller là-bas et laisser ma voiture n'importe comment et courir pour chercher les enfants. C'était vraiment désagréable. Non, je ne pouvais pas appeler la fourrière pour celle qui demande. Parce que ce n'était pas une place qui m'appartient. Enfin, bref, peu importe, je ne pouvais pas. Je n'avais pas que ça à faire d'appeler la fourrière. Ça me rendait folle. Et j'ai dit, bon, attends, stop. Stop, stop, stop. Et ce qu'il dit le Rambam, c'est un truc incroyable qui peut vous aider énormément. Par exemple, moi j'ai un enfant, je sais que s'il n'a pas bien mangé, il est dans une très mauvaise prédisposition. Il peut frapper, il peut se mettre en colère, il peut s'énerver. On dit, voilà, il est vraiment sur le fil du rasoir. Donc moi je sais que lui, particulièrement, quand il rentre à la maison, il faut absolument qu'il y ait un truc sur le feu, ou alors, voilà, chez moi il y a toujours du boulot dans le four, toujours. Et si, voilà, si j'en suis à c'était ma cinquième fournée depuis la fin de Pessah. Ça veut dire dès qu'il y a, il y a une fournée qui s'est terminée, hop, je sais que je dois en refaire. Absolument, absolument. Pour cet enfant particulièrement, je sais que sinon, il est sur le fil du rasoir. D'accord? Ça, c'est un deuxième outil, mais c'est un outil extrêmement important en termes de réhabilitation parce que, en fait, il nous permet de nous extraire de énormément de situations qui autrement nous mettraient en colère. C'est-à-dire, là, le Rambam, il ne te cherche pas à te changer. Il ne te dit pas, ah, mais tu sais, bah, même quand c'est un truc qui te met hors de toi, ne te mets pas hors de toi. Il te dit, mais non, ça, c'est complètement utopique de croire ça. C'est même pas utopique, c'est faux. C'est de ne pas connaître la nature humaine. Te dire, regarde, je vais te donner quelque chose, un vrai conseil de vie pragmatique qui est vraiment en accord avec le nefesh du Ben Adam, qui est, bah, déjà, fais tout pour éviter ce genre de situation. D'accord? Ça évacue beaucoup, ça évacue. Et ça, c'est des choses qu'on peut exprimer également. De dire, par exemple, à son époux, euh, de dire, écoute, ou ça peut être, par exemple, voilà, un, un époux qui dit, regarde, quand j'arrive à la maison le soir, je suis éreintée, moi, tu dis, j'ai pas le temps de déjeuner, etc. Et que
Par exemple, là, il n'y a rien à manger, un truc comme ça, ça me rend très tendue. Ah, ok, 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 ok. Maintenant, j'ai compris. Je prends ça comme une donnée d'une effet de l'autre. Ou alors de dire, écoute, regarde, quand on va chez mes parents et que tu es en retard, moi, ça me met hors de moi. Vraiment, ce truc-là, pour moi, c'est intolérable. C'est tellement un manque de respect que ça me met tellement mal à l'aise, j'en deviens furieuse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Connaître ces points, connaître ces points-là de fragilité et d'être capable de les exprimer. C'est déjà cette connaissance de soi, elle évacue beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas de colère. D'accord? Et peut-être une dernière chose qui, moi aussi, m'a beaucoup aidé on- et que j'ai aussi transmis à certaines personnes. En fait, vous allez voir, il y a des outils qui vont vous parler plus que d'autres. Vous vous dites, ah ouais, ça, faut vraiment que je mette en place. Ou des choses, vous allez me dire, ah ouais, non, ça, c'est pas, ça me ressemble moins. D'accord? C'est pour ça que je vous donne vraiment une palette d'outils. Mais cette chose-là, moi, elle m'a aidée et elle a aidé aussi certaines personnes. C'est en fait quand les gens ils nous mettent en colère. D'accord? Quand les gens ils nous mettent en colère, en gros, se dire, OK, en fait, je vais faire la part des choses entre le fait de dire que ce comportement est intolérable, mais cette personne-là, en fait, je l'en veux pas personnellement. Par exemple, euh, il y avait une petite fille qui avait beaucoup de confiance en elle. Beaucoup confiance en elle. Et on raconte cette histoire qu'un jour, elle était donc, c'est une petite fille, elle devait être en Kita Aleph, Kita Bet. C'est une histoire vraie, hein, euh, qui est rapportée dans celles qui connaissent Shitat Yemima. Et la prof, ce jour-là, était d'une humeur imbuvable. Très, très nerveuse et tout. Bon, comme ça peut sûrement arriver pour certains profs, malheureusement. Alors, on espère que c'est pas tous les jours, hein. C'est des êtres humains, mais bon. Après, c'est vrai que si c'est tous les jours, c'est vraiment un problème. En tout cas, quoi qu'il en soit, humeur imbuvable. Et la petite fille, elle lève... Non, elle vient la voir, en fait, à la récréation, à la pause. Et elle lui dit... Ah oui, et en fait, la prof, elle lui en met un peu plein la figure. Je sais pas, elle lui fait une remarque devant tout le monde. Alors, la petite fille, elle ne répond pas. Visiblement, elle ne le prend pas personnellement. Et à la pause, elle vient voir la prof et elle lui dit, Madame, vous n'allez pas bien aujourd'hui? C'est très fort, hein. Ça montre une petite fille qui est très, très, très bien construite. Ça veut dire même nous, en tant qu'adultes, on est envieux de cette capacité à ne pas prendre les choses personnellement. Et on raconte aussi, c'était dans un de ces livres, là, je vous ai dit que j'aime beaucoup. Il y a 4 tomes avec beaucoup d'histoires qui nous apprennent beaucoup de leçons. Une petite fille qui était handicapée et sa maman l'avait aussi beaucoup, beaucoup boosté au niveau de sa confiance en soi, etc. Et en fait, on lui disait que parfois il y avait des petites filles qui se moquaient d'elle. Et elle rentrait à la maison. Et quand elle rentrait à la maison, elle racontait un petit peu ses déboires. Alors la maman, elle disait, oui, effectivement, ce qu'elles ont dit, ce n'est pas bien. Ça veut dire, on ne vient pas valider maintenant en disant, non, ce qu'a fait l'autre, c'est pas si grave. Ou, non, on ne vient pas, j'ai envie de dire, pirater notre système de valeurs. Faire honte à une petite fille, c'est pas bien. D'accord? Ça n'est pas bien. D'accord? Donc, en tant que parent, elle reçoit l'information, elle est du côté de sa fille, elle est solidaire. Elle dit, ah non, ça, c'est vraiment inacceptable. Mais elle répond, elle dit, Zelo melamed alaïr, ze melamed aléa. Ça veut dire quoi? Ça ne t'apprend rien sur toi. Ça lui apprend quelque chose sur elle. Qu'elle doit apprendre à être plus bienveillante. Mais ça t'apprend rien sur toi. Le fait qu'on se moque de toi parce que cette fille, en l'occurrence, était naine, d'accord? Ça n'apprend rien sur toi. Ça ne vient pas, ça ne doit pas venir baisser ton estime de toi. Ça lui apprend sur elle qu'elle doit apprendre à plus garder sa bouche, à faire plus preuve de sensibilité vis-à-vis de l'autre. D'accord? Donc apprendre en fait à faire cette part des choses. Je suis pas au bac à sable. Je suis pas au bac à sable. Quelqu'un a fait quelque chose, certes, c'est pas bien, mais moi, je décide de ne pas le prendre personnellement. Et le fait d'arriver à mettre un tampon, ce comportement n'est pas acceptable, paradoxalement, aide à ne pas le prendre personnellement.
Parce que si on commence maintenant à valider tout ce que les autres ils font, ouais, tu sais, c'est pas si grave, ouais, mais tu sais, tu dois te mettre aussi à sa place. Mais non, mais moi, je n'ai pas demandé ça. Faire honte, c'est inacceptable. Jeter sa mauvaise humeur sur les autres, ça n'est pas acceptable. Se moquer de quelqu'un qui a un handicap, ça n'est pas acceptable. D'accord? Mais moi, je décide que, en fait, finalement, cette chose-là, ça la concerne elle. Mais moi, ça ne me concerne pas. Ça évacue beaucoup, 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 beaucoup de situations de colère. Sur ça, je vous laisse parce que je dois y aller aussi. Malheureusement, il n'y aura pas de questions aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon Pessar Chéni. Celles qui ont des questions, vous pouvez m'écrire. N'hésitez pas, voilà, à, à revoir le cours et puis voilà, et exercez-vous à voilà, appliquer un tant soit peu tout ce que vous avez appris à faire comme regesh, comme sentiment et comme gesher, comme connexion dans votre cœur et par ailleurs. Shavuot Tov!